Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Émile Martel. Je suis le président depuis longtemps et pour pas longtemps de l'Académie des lettres du Québec. C'est la première fois que j'ai le bonheur de dire devant le public que je suis président des missionnaires. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie et qu'on n'est pas prêt d'oublier une fois qu'elle a eu lieu. Je pense que la réception à l'Académie des lettres de sa culture et de sa langue est l'une de ces occasions. Nous allons maintenant écouter ce que voudront nous avoir dit Gérald Gaudet et Bernard Andrès, le message d'eux qui parle d'eux au moment où ils franchissent ce seuil singulier dans leur vie. L'Académie est heureuse de les accueillir et de les entendre aujourd'hui. Jean-Paul Daou. Il est où, Jean-Paul? Il n'est pas arrivé encore, donc peut-être qu'on interviendra de présentation. Jean-Paul Daou n'est pas arrivé. Ça fait partie, si vous connaissez Jean-Paul, de ce qui n'est pas étonnant. C'est condamnable, mais pas étonnant. Alors, Jacques Allard, qui lui est là, et Bernard Andrès va être présenté par Jacques Allard, donc voilà deux qui comptent. Et ensuite, Jean-Paul Daou, quand il arrivera, présentera Gérald Gaudet. J'espère que, comme moi, vous voyez l'étendue du paysage littéraire québécois qui se présente par l'intermédiaire de ces personnes. Merci d'être venu nous accompagner pour cette célébration. Je passe la parole à Jacques. Bonsoir, messieurs, dames, chers collègues, chers amis. L'élu que j'ai l'honneur et plaisir de vous présenter ce soir est un collègue et un ami dont j'ai toujours admiré le parcours, qui a été celui d'abord d'un écrivain aussi savant que ludique, puis d'un historien dont la contribution aux lettres québécoises s'avère majeure. Né à Oran, au pays d'Albert Camus, Bernard Andrès grandira à Paris pour y obtenir en Sorbonne un doctorat de lettres modernes avec une thèse consacrée au profil du personnage chez Claude Simon, l'un des écrivains les plus sophistiqués du dit nouveau roman et assurément l'un des plus fascinants aussi dans la réinvention narrative ou le brouillage traditionnel de la représentation traditionnelle du personnage. Tout cela que le doctorant a éclairé de belle façon, comme on peut le constater dans la publication faite de l'ouvrage en 1992 aux éditions de Minuit. C'est avec cette riche analyse doctorale qu'il obtiendra en 1974 un poste au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal, où il est aujourd'hui professeur émérite. L'institution était alors à ses débuts, ce qui faisait du jeune Français de 24 ans, tout juste débarqué, un de ses pionniers. Voilà qui augurait bien du cheminement à venir d'un grand explorateur de nos lettres, surtout de la période inaugurale de notre littérature, en bonne partie négligée, celle qui naît après la conquête anglaise. Toutefois, on oublie parfois, ce chercheur pionnier a d'abord été un artisan original du domaine contemporain, que ce soit comme critique au Devoir, à Jeux, à Spirale ou dans Voix et Images, ou comme dramaturge et metteur en scène au théâtre expérimental de l'Escabelle. On lui doit de ce côté 2 pièces, La doublure et Rien à voir. Plus encore, il est l'auteur de 3 romans, La trouble fête, paru en 1986, L'énigme de Salle Laterrière en 2000 et en 2007, Fidèle,
pour Fidel Castro, d'Iberville et les autres, à travers quoi se faufile en 1992 un recueil de nouvelles intitulé D'ailleurs, avec 3 gros points de suspension, où se trahit à merveille un aventurier qui s'amuse des formes narratives et un amateur de tous jeux langagiers où l'ironie, la parodie, l'humour ont toujours leur place. En témoigne là ce mot d'ailleurs, adverbe de l'aparté, qui peut renvoyer aussi bien à l'origine de l'auteur qu'aux 8 lieux thématisés allant de la Thaïlande à la France albigeoise, en passant par Shanghai ou la Silicon Valley, entre autres. Chaque endroit faisant s'épanouir une langue et une énonciation qui lui est propre. En d'autres circonstances, il faudrait détailler toute la palette stylistique déployée dans l'œuvre fictive, tant la matière y est opulente. On s'arrêterait en tout cas un moment à La Trouble Fête, un premier roman où l'auteur s'engage nettement dans la narration dite postmoderne, là où éclatent structure et discours, code esthétique, narratologique, produisant ces œuvres dites impures. Scarpetta, évidemment. On devrait montrer comment le récit de La Trouble Fête commence de manière insidieuse sur la couverture même, avec la reproduction de la fameuse toile que Magritte titrait « La reproduction interdite ». La fameuse image est là, paradoxalement reproduite, où l'on voit, souvenez-vous, un homme qui nous tourne le dos devant un miroir où il se trouve reflété, mais vu de dos encore, en toute invraisemblance, donc sans visage, sans identité claire. Et complément surprise, dans ce dérangeant paratexte, un 3e personnage s'est glissé dans le tableau, une intruse au crâne nu, qu'on dirait venue d'un autre monde, ou irradiée peut-être. Elle est pour sa part vue de face et nous regarde en présentant un sein nu. Cette image trafiquée s'offre ainsi comme une fenêtre ouverte sur un récit déjà en marche, celui d'un Montréal atomisé, où l'on apprendra, on ne s'en étonnera pas, qu'il est tenu par un narrateur multiple, ce récit, incertain de lui-même comme de sa production, peu à peu trouble, d'un roman-essai. Beau programme, n'est-ce pas, à vos marques, décrypteurs de toutes les théories du récit. Le défi nous est lancé. Dans Fidèle, d'Iberville et les autres, une riche fantaisie sera encore maîtresse d'une histoire où cette fois Cuba, Québec et autres sont convoqués, emmêlés, articulés de façon aussi sophistiquée qu'enjouée. Il faudrait pareillement s'attarder au roman biographique énorme, intitulé L'énigme de Salles-la-Terrière, qui synthétise le parcours de l'auteur, jouxtant la recherche historique originaire, menée par Bernard depuis 1990, et l'appel du romanesque chez le professeur-chercheur, tout de même épris de l'archéologie littéraire du Québec. C'est le titre de sa recherche menée depuis quelques décennies. L'énigme donc de Salles-la-Terrière raconte en près de 900 pages l'aventurier et son époque, de 1743 à 1815, dans un livre à l'ancienne avec une table des matières où sont commodément résumés les 19 chapitres, sans oublier les abondantes illustrations,
la postface, les références, la chronologie, tous ces entours du texte inspirés par les mémoires de Salles Laterrière. Bref, un copieux ouvrage que j'ai eu le plaisir d'éditer chez Québec Amérique et qui s'est mérité le prix Marcel Couture. En connaît-on un équivalent de ces ouvrages sur un personnage important au tournant de notre 19e siècle? Je ne le crois pas. D'autres publications de l'archéologue foucaldien, au sens de Michel Foucault, vont suivre. Essais et tableaux historiques qui sont maintenant indispensables sur les 2 siècles de nos recommencements après l'humiliation des plaines d'Abraham et le traité de Paris en 1763. Je rappellerai 3 de ces publications dont les titres ont très souvent des résonances très parlantes, comme La conquête des lettres au Québec, 1759-1799, où se lit une volonté de riposte symbolique à la conquête anglaise. Idem pour Portrait des arts, des lettres et de l'éloquence au Québec, 1760-1840, pour dessiner et faire entendre le retour progressif de la parole. Enfin, dernier titre, Histoire littéraire des Canadiens au XVIIIe siècle. Histoire au pluriel, pour les dire toutes, la grande en majuscule et l'autre émanée de l'air personnel et intime. Toutes ces connaissances patiemment établies par lui et son groupe de recherche sont livrées dans une narration soignée, sans jargon, avec les retombées qui vont venir si précieuses de cette entreprise. Et il faut signaler l'édition des textes fondateurs, généralement oubliés et négligés eux aussi. Je parle du Journal du siège de Québec et le Journal de Jacques Vigée, tous deux signés avec Patricia Villemin, sa compagne. Cette impressionnante édification qui se prolonge jusqu'en 2021 avec la collaboration assurée à l'Atlas de la littérature du Québec est connue des chercheurs du domaine et reconnue par les pairs, comme l'atteste le prix Gabriel Leroy ou celui du livre d'humour de résistance pour son récent essai intitulé « L'humour des poilus canadiens-français », paru en 2018. Au terme de ce rapide coup d'œil, trop rapide coup d'œil, je retiens une constante du cheminement de cet écrivain amoureux de l'archive. Nous avons affaire, vous l'avez vu, à un explorateur minutieux qui s'affaire aux découvreurs du patrimoine national, nous redonnant, même en fiction, nos premiers héros, les prestigieux aussi bien qu'un ratoureux, comme le Seigneur des éboulements, tout en les situant dans le contexte nord-américain, s'intéressant par exemple à Cook et Bougainville au moment du siège de Québec. Je signalerai aussi que ce travailleur acharné fait par ses conférences rayonner son savoir partout au Canada universitaire comme ailleurs dans le monde. On en conviendra, ce grand voyageur des lettres québécoises aura bien mérité de sa patrie d'adoption. L'ont bien démontré les aréopages qui l'ont accueilli. Reçu officier de l'Ordre national brésilien Cruzeiro do Sul, il est aussi membre de la Société des 10 et de la Société royale du Canada. Lui manquait à coup sûr la nôtre, indispensable compagnie où se retrouvent déjà ses collègues et amis et autres chercheurs d'histoire,
chercheurs de formes neuves, écrivains académiciens qui n'ont rien d'académique, mais qui n'en défendent pas moins. La plus vieille institution littéraire du Québec, celle du facétieux François Hertel, du poète globe-trotteur, lui aussi, romancier, biographe et nouvelliste que fut Alain Grandbois, et des indispensables historiens Guy Frégault et Marcel Trudel, pour n'évoquer que ceux déjà inscrits dans l'histoire de nos lettres. Tu seras donc bien chez toi, cher Bernard, dans notre confrérie. Bienvenue dans l'Académie des lettres du Québec. Merci Jacques, mais bien trop flatteur tes propos. Il semble désigner un autre individu qui doit à présent se livrer à un exercice académique à la fois convaincant, convenu et périlleux. Cela consiste à parler après toi de moi-même, de mon parcours, de mes écrits, de ceux qui les ont nourris, mais en parler sans infatuation ni fausse modestie, avec reconnaissance mais sans obséquiosité, et qui plus est devant les membres de l'Académie qui se sont eux-mêmes déjà si bien acquittés de cet exercice, comme en témoigne leur discours de réception archivé sur le site de l'institution. Je vous y renvoie. Alors ces craintes me conduisent à me réfugier dans la deuxième personne, si vous voulez bien, pour relayer ton discours, mon cher Jacques. Alors allons-y. Monsieur le Président, distingués membres de l'Académie, chers proches, chers amis, allons-y, mais au tu. Alors qui es-tu ? Nouvel élu de l'Académie, à l'âge vénérable où on t'offre déjà très bientôt la 3e dose du vaccin. Qu'as-tu commis, heureux élu, pour mériter la faveur de tes pairs ? Que feras-tu pour être à la hauteur et contribuer réellement aux travaux de l'Académie ? Mais d'abord, d'où viens-tu pour être reçu dans cet aréopage septentrional ? Du nord, d'un autre nord, d'un nord à l'autre. Tu viens d'un tout autre nord, bien plus loin, bien plus au sud, au nord d'un continent donné comme le berceau de l'humanité. Une humanité rongée par les guerres, les conquêtes, les soumissions, les libérations espérées, avortées, fallacieuses, l'Afrique. L'Afrique du Nord. L'Algérie, plus précisément. Enfant de là-bas, il y avait eu ces sombres années de guerre. Vous en parlerez plus tard avec le regretté Naïm Katan, lui aussi venu des confins orientaux de cette Afrique. Enfant de la guerre, savais-tu déjà l'impossible innocence au sortir de l'école entre coups de feu, coups de gueule et coups de couteau ? Compatriote d'Albert Camus, mort lui dans ta 9e année, enfant d'Oran comme il l'était d'Alger, savais-tu déjà, à l'aube de ta vie, qu'une fin s'annonçait déjà, celle du pays natal, et qu'un autre pays en naîtrait, t'en chassant à jamais, parti, patrie, expatriement du jeune pied noir de lointaine origine andalouse, rapatriement vers une ingrate métropole, enchâssement forcé dans une France hostile aux coloniaux qui préfère tourner pudiquement la page sur un long siècle d'aventures africaines, tout comme jadis, elle avait clos le non moins long chapitre de la Nouvelle-France. Adolescent, donc, que savais-tu du Québec alors que tu découvrais à Paris le Camus de l'homme révolté, de la peste et bien sûr le Camus de l'étranger ? Étranger tu le fus alors et longtemps le resta jusqu'à ce que le Québec t'offre un point d'ancrage, sa littérature. Non, pas de nostalgie avec l'Algérie. Les pages sont faites pour tourner, parfois en rond, mais elles composent dans leur ronde, peu à peu, à notre insu, chapitre après chapitre, le livre qui nous fait ou nous défait, qui nous livre et nous délivre. Donc, pas de nostalgie chez le jeune qui arrive dans les années 60. Cette nostalgie viendra bien plus tard. Mais pour le vert adolescent d'alors qui jouit de Paris entre Saint-Michel et la Sorbonne, son alma mater, l'Algérie n'est alors qu'un motif littéraire. Tu l'as glané chez Camus dans Noces ou dans Été, comme cette odeur énorme de l'absinthe humée dans les pages du Retour à Tipaza. Mais alors, pourquoi ne pas avoir choisi Camus à la maîtrise
Pourquoi pour te libérer de l'Algérie? Mais alors aussi, pourquoi Boris Vian? Pourquoi Claude Simon? Pour l'humour grinçant de l'un et chez l'autre pour cette fascination de la guerre. Tous deux pénétrés par cette absurdité de l'existence exorcisée chez l'un par le jeu de mots et chez l'autre par le jeu des mots AUX causés par les conflits guerriers. Boris Vian lui-même n'a-t-il pas grandi dans l'univers de la Deuxième Guerre? Plus tard, ne lui doit-on pas Le Déserteur, hymne antimilitariste ou plutôt pro-civil censuré au début de la guerre d'Algérie? Quant à l'autre, Claude Simon, lui-même, n'a-t-il pas, dès la naissance, perdu son père en 1914? N'a-t-il pas connu de près la guerre d'Espagne et la Deuxième Guerre? Cette longue expérience des conflits armés et l'impact de l'histoire avec une grande hache sur la petite histoire des individus anime la plume désabusée de Claude Simon. Et ce rapport problématique à l'histoire inspire également tes propres travaux sur l'humour en temps de guerre, 1759, 1812, 1918. Pour toi, il ne s'agit pas de rire de la guerre, mais de penser le rire en temps de guerre, de mieux saisir la guerre vue d'en bas à la façon des personnages de Claude Simon. C'était là justement l'objet de ta thèse, soutenue l'année même de ton exil au Québec. C'est ainsi que, Simon en poche, si j'ose dire, tu quittes la France vers ce qui fut jadis sa Nouvelle-France jusqu'à la guerre de 7 ans. La guerre encore, oui. Alors 200 ans après la cession du Canada à l'Angleterre, te voilà donc montréalais au lendemain d'une autre guerre. La loi des mesures de guerre, la crise d'octobre, un mouvement de libération inspiré par les luttes d'émancipation des anciennes colonies européennes, dont l'Algérie, où s'exileront d'ailleurs certains felkistes. Le PQ gouverne alors une république de professeurs et dans les années 60-70 s'invente une nouvelle université. UQAM La Rouge bat son plein et comme les records de grève d'ailleurs. C'est là que tu niches dans la jeune vingtaine accueillie par Jacques Allard, André Bello, Maurice Petit, Michel Van Scandel, André Vanas et d'autres joyeux de rire. Plus sombre aussi, c'est l'ombre d'Hubert Aquin avant son grand départ. Et dans l'effervescence de cette institution se voulant non institutionnelle, tu découvres de nouvelles amours littéraires, pamphlets québécois, polémiques, journalisme, etc. Pierre de Salles-la-Terrière, Pierre du Calvé, Napoléon Aubert, Turbuy, Oliver Asselin et les pamphlets de Val d'Ombre ont beaucoup plus d'intérêt à tes yeux que les fioritures narratologeuses de Ricardou, Simon Sarraute et consorts servis à la sauce structuraliste. Au Québec, alors, plus question de francophonie franco-centrée. Une vision continentale des Amériques est réclamée. Au cœur des Amériques, une littérature, je cite Gaston Miron, une littérature se parle avec les mots noueux de nos endurances. Fin de citation, Compagnon des Amériques. Tu te tournes toi-même vers le Brésil et cette Amérique latine dans ton approche comparative du Québec, histoire de rompre avec l'eurocentrisme ambiant. Zilla Berne, Eurydice Figueiredo, Numbia Ancio, les collègues brésiliennes animent alors un réseau d'études québécoises où se pose la question du rapport au code littéraire européen. Parce que la France a aussi influencé leur littérature. Mais le Brésil, lui, s'en est vite libéré en assimilant et en retournant allègrement les modèles étrangers, sans aucun complexe. Par une sorte d'anthropophagie culturelle, le Brésil n'a fait qu'une bouchée des influences françaises. On connaît le film de Nelson Pereira dos Santos, qu'il était bon, mon petit français. Au Québec, la littérature est alors parvenue à une reconnaissance et une légitimation certaine. Mais quelle littérature? De quelle époque? N'y a-t-il donc rien de bon avant le XXe siècle? La rupture radicale de la Révolution tranquille provoque alors dans l'historiographie un rejet presque systématique des périodes antérieures. Au nom d'une modernité conquérante, les œuvres d'avant sont perçues comme révolues, démodées, condamnables, car rattachées à des institutions et à des visions du monde clérical. Au mieux, reconnaît-on quelques mérites aux précurseurs d'une pensée nouvelle, l'antiterroir, la relève, le Nigog, Bordua. Mais avec la laïcisation de la société, après la désacralisation des figures cléricales, que faire de la bien-pensance des anciens Canadiens, de l'école littéraire de Montréal, de l'abbé Casgrain et de sa Marie de l'Incarnation? Ainsi pensent alors les esprits éclairés de la dite Révolution. Autant pour eux jeter tout le XIXe siècle avec l'eau du bain-marie.
Idem pour les siècles précédents dans cette archaïque Nouvelle-France. Et pourtant, te disais-tu en découvrant Sagard, le journal des Jésuites, la censure du Tartuffe, mais aussi le baron de la Bontemps et toute cette vie libertine décryptée par Robert Lionel Seguin dans les archives judiciaires, un libertinage de mœurs, oui, mais un libertinage de l'esprit aussi, dont Madame Bégon donnait la pleine mesure en évoquant les frasques de la bonne société montréaliste dans une Nouvelle-France déclinante et bientôt perdue. Puis la conquête et le premier Québec qui deviendront le point tournant de tes recherches. Ce basculement d'un régime, d'un esprit, d'une société à l'autre, alors qu'une première génération de lettrés s'engage dans le débat public à la faveur de l'imprimerie et des gazettes. Ton chemin est tout tracé. Il emprunte d'abord les pas de Jacques Viger, qui, au tournant du 19e, s'illustre comme premier archéologue des lettres québécoises. Celui qui deviendra le premier maire de Montréal t'inspire alors une archéologie du littéraire au Québec, sur le modèle de l'archéologie de Michel Foucault. Tu jettes alors ton dévolu sur nos premières archives littéraires que tu appelles le dossier génétique de nos lettres. Une partie de ce prototexte avait été repêchée par Jacques Viger dans sa Saberdache, puis édité par James Houston dans son répertoire national. Tu en publieras avec ton équipe plus de 100 autres textes initialement diffusés entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe. Ces œuvres avaient connu une première légitimation dans l'anthologie de Jeanne d'Arc Lortie, de Pierre Savard et de Paul Wyszynski, puis avec l'équipe de la vie littéraire au Québec. Pour ta part, l'anthologie La Conquête des Lettres marque le début d'une belle aventure intellectuelle et éditoriale avec les jeunes chercheurs de ton groupe que tu salues ici, notamment pour cette anthologie Nova Doyon, Nathalie Ducham, Benoît Moncion, Dominique Plante et Julie Roy. Peu avant, avec Marc-André Bernier, vous produisiez en 2002 Portrait des arts, des lettres et de l'éloquence, à la suite d'une exposition au musée Ramsay, en équipe avec Yvan Lamonde et Robert de Rome. Y participaient également François-Marc Gagnon, Laurier Lacroix, ainsi que John Hare et Roger Lemoine. C'est à Roger que tu dois ton entrée à la Société des 10, où tu retrouves le même goût pour l'exploration de la mémoire et de l'histoire. Les échanges, notamment avec Claude Galarneau et Gilles Galichan, sur le bouillonnement intellectuel des Canadiens en cette fin de 18e, renforcent ton attachement pour cette période fondatrice. Des ponts sont aussi jetés avec Trois-Rivières et Montréal, où Manon Brunet, Marc-André Bernier, Micheline Cambron partagent ton inclination. Un joyeux compagnonnage de l'archive s'y pratique activement. Et que dire des échanges fournis avec Bernard Beugnot, orfèvre de l'archive du grand siècle. Il parraine ton entrée à la Société royale et vous vous retrouverez aussi au mouvement laïque québécois dans une toute autre militance. Aux presses de l'Université Laval, une nouvelle collection voit alors le jour, l'Archive littéraire au Québec, et tu publieras un certain nombre de titres, notamment la Gazette littéraire de Montréal, la réédition avec Nova Doyon, Jacques Cottenham ici présent, le regretté Jacques Cottenham et Pierre Hébert ici présent. Je vous ai tellement associé à ce travail. Avec ce dernier, Pierre Hébert, et avec Alex Gagnon, vous produirez aussi 10 ans plus tard un atlas littéraire du Québec où les 17e, 18e et 19e siècles auront aussi leur place. Désormais, l'angle sur lequel est saisie l'époque autrefois méconnue ou négligée de nos origines littéraires n'a rien à voir avec le regard condescendant ou carrément hostile des premiers critiques sur les balbutiements de nos lettres. Je passe des citations. Tu t'amuses alors avec tes étudiants de ces critiques. Elles ont du moins le mérite de pointer une première modernité littéraire. Tu les invites, ces étudiants, à juger par eux-mêmes. Pendant 20 ans, tout le corpus de l'époque fait alors l'objet de cours, de thèses, de mémoires et de publications sur l'une ou l'autre de ces premiers lettrés que tu appelles la génération de la conquête. La conquête, oui. Vocable maudit qui déchirera la communauté des historiens. Plus de honte, pourtant, expliquais-tu à Gaston Miron en 1994. Gaston s'irritait quelque peu de ton penchant pour la conquête, je dois vous dire. Plus de honte, lui disais-tu, non, il s'agit pour toi de retourner l'infamie du mot en motif de fierté, puisqu'à tes yeux, cette époque est celle de la conquête des lettres.
Une première génération d'écrivains s'érige en un nouveau foyer intellectuel, mais aussi une nouvelle communauté linguistique et culturelle. Ni français, ni anglais, ni américain, le Canadien d'alors n'est pas encore affublé du nom composé Canadien-Français. Il s'engage dans une longue lutte destinée à faire valoir ses droits. N'est-il pas déjà celui qu'interpellera Gaston Miron dans ces termes « Un homme de ta patience raboteuse et varlopeuse ». Voilà donc, issu du rabot et de la varlope, un Canadien bien gaussé dans tous les sens du mot, y compris le plus trivial. Un Québécois combatif dont peut s'inspirer le Québec à l'heure où le français vacille dans l'indifférence des instances fédérales et parfois provinciales, mais aussi dans le confort et l'indifférence d'une partie de nos concitoyens qui oublient les acquis de la Révolution tranquille en matière de langue. Speak white, Mr. Rousseau, en matière d'égalité homme-femme, de laïcité et de liberté de conscience. Un Québec qui, crainte de blesser, hésite aujourd'hui à défendre la liberté d'expression, la liberté académique devant les pressions d'une certaine culture de l'effacement. Peur des mots qui gênent et qu'on abrège, dont le titre de Vallière, peur d'être soi-même, gêne de soi et de ses gènes, de son histoire et de sa mémoire. Tout un programme d'action peut-être pour l'Académie. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos lions, les Canadiens des siècles passés mais non dépassés. Ils l'ont connu la guerre, depuis la Nouvelle-France où Versailles les trouvait déjà ensauvagés. Les Canadiens donc ont été secoués, meurtris mais aussi pétris, comme on le dit, d'une pâte par la guerre. Des hommes et des femmes de la même pâte. De ce fourneau attisé par les conflits intercoloniaux par autochtones interposés, de ce haut fourneau des guerres infiniment relancées, de ce fourneau de la lutte est advenu un nouvel identitaire. Il s'illustre chez chacun des écrivains du temps, qu'il s'agisse des chansons de guerre analysées par Agric Boulanger ou de la relation du siège de Québec que tu as réédité avec Patricia Villemain, tout comme la correspondance du journal de Jacques Viger plein d'humour, de satire et d'autodérision. En 1818, en effet, l'invasion américaine du Bas-Canada suscite le même réflexe d'amour-propre et d'ironie de la part des Canadiens engagés dans les troupes britanniques, à leur corps et à leur cœur défendant. Malgré la censure de guerre, le système colonial canadien est assimilé par Viger à une république de maringouins. Et l'on sait que cette correspondance était lue avec délice dans les salons montréalais de son épouse Marguerite Lacorne-Viger, salon fréquenté par Denis Benjamin Viger, Louis-Joseph Papineau et toute la petite intelligentsia montréalaise. Un siècle plus tard, les poilus canadiens-français de la Grande Guerre vivront la même frustration de combattre dans les rangs britanniques pour une France qui n'est d'ailleurs plus celle de leurs ancêtres. Ils déploieront le même humour grinçant que Viger pour dénoncer leur supérieur hiérarchique. Terminons donc sur cette question de l'humour et revenons quelque peu sur l'Algérie dont tu parlais au tout début. Comment survivre, sinon par l'humour ? Comment survivre quand on est engagé dans la guerre des autres ? Certains de nos écrivains choisirent même d'aller se battre à l'étranger pour défendre leurs valeurs. Par défi aussi, comme Fauché de Saint-Maurice, engagé à 20 ans dans la guerre du Mexique. Il en fut les mêmes de son ami Honoré Beaugrand, lui aussi égaré dans cette aventure donquichotesque où tous deux gagnèrent les rangs de l'armée française. Drôle de guerre. Après le Mexique, nos deux journalistes et grands voyageurs jettent leur dévolu sur l'Algérie. Où qu'il passe dans son périple nord-africain, Fauché de Saint-Maurice procède à une transposition de la réalité canadienne dans le décor méditerranéen. Il en est de même de 3 autres Canadiens qui voyagent en Algérie à la même époque, Chartrand des Écors, le juge Basile et la Canadienne Célina Bardi. L'intérêt que tu voues à ces voyageurs réside dans la perception quelque peu fantasmée qu'ils et elles ont de cette nouvelle colonie de la France. Curieusement, l'Algérie les ramène avec nostalgie à l'histoire de leur propre pays. 40 ans, 50 ans après la prise d'Alger, ces Canadiens français voient dans cette nouvelle conquête de l'ancienne métropole canadienne une nouvelle France, dans une vision presque revancharde de l'histoire. Loin de toi l'idée d'épouser cette vision coloniale du monde. N'y voyez tout au plus qu'une goutte de nostalgie dont la 3e dose du vaccin t'immunisera bien vite. Seul t'intéresse et t'interroge ici le hasard de ces allers-retours, de ces retours, de ces recherches, le hasard de ces pérégrinations dans l'archive et la mémoire.
Hasard ou hasard objectif? Toujours est-il que ces belles errances ont barouetté l'ancien pied noir et le québécois d'adoption, d'un continent, d'une littérature à l'autre, de Camusian et Simon à la Nouvelle-France, à la génération de la conquête et à ses patriotes cheminant en Algérie. Quant à toi, voyageur des lettres québécoises et d'ailleurs, tu le fus et le restes, voyageur. Mais tu trouves à présent cet autre port d'attache que t'offrent les collègues de l'Académie. Tu leur en sais gré. Salut à elles et à eux. Mais aussi, mais surtout, salut à tes côtés tout au long de ces pérégrinations, un être sans qui cela n'aurait eu aucun sens, Patricia, ici présente. Patricia et moi avons déjà mêlé nos plumes dans 2 livres. D'autres viendront. Elle partage depuis toujours voyages et écrits. Elle m'a donné Cédric, ici présent, un fils à qui nous devons aussi, avec Myriam, une petite Bénédicte l'année même du Covid. Voilà donc le premier rameau québécois de ma généalogie. À vous 4 donc, je dédie mon élection à l'Académie. Merci.